Alors, ce qu'on doit retenir après les animations qu'on vient de voir, c'est que, en fait, un commun, ce n'est pas l'accès libre. Justement, c'est le contraire de l'accès libre. Ce n'est pas parce que c'est une ressource ou un territoire qui est utilisé par tous que c'est un accès libre. Donc voilà, un commun, c'est quelque chose qui est approprié par un groupe et qui est pensé par un groupe. Ça, c'est le premier point. Le second point, si ce n'est pas un accès libre, c'est-à-dire qu'il y a des règles. Des règles qui sont faites par le groupe, des règles d'utilisation, de préservation, de partage. Donc, un commun, c'est une organisation sociale sur un environnement. Et le troisième point, mais qui est lié aux deux premiers, c'est que qui dit commun dit réfléchir à long terme, au-delà de la vie des usagers. C'est réfléchir à plusieurs générations. C'est réfléchir à comment préserver pour l'avenir et pour la communauté dans l'avenir les ressources et les différents usagers et les besoins des différents usagers. Alors, un commun, déjà, on ne peut pas dire comment ça marche parce que ça existe en fait. C'est quelque chose qui existe, ce n'est pas quelque chose qu'on crée. Ce n'est pas une démarche, une méthode, une intervention qui arrive qui dit bon voilà, on va faire un commun. Même pas un acteur extérieur ou l'État qui peut dire on va faire un commun. Un commun, c'est quelque chose qui émerge naturellement de la sensibilisation et de la motivation des usagers. Ça, c'est le premier point. Ensuite, comment ça marche? C'est plutôt comment ça marche pour accompagner un commun qui existe. Alors là, effectivement, on peut mettre en œuvre des démarches, des méthodes. Depuis que ce prix Nobel a travaillé sur les communs au début des années 90, il y a beaucoup d'équipes qui travaillent déjà avant, mais sans employer le mot commun, sur quelles sont les démarches, les méthodes, les outils qui peuvent aider une communauté qui est déjà dans une approche commune à se sécuriser, à avancer, à améliorer son efficacité, à mieux penser sa gestion. Alors, dans les démarches et les méthodes qui sont mises au point depuis quelques années pour accompagner ces communs existants, il y a pas mal d'approches différentes. Alors, c'est des équipes différentes, des courants différents, mais derrière, avec le même type d'appui, il y a tout ce qui est cogestion adaptative. Donc, vous verrez dans les ressources, il y a beaucoup de travaux sur la cogestion adaptative qui part du même principe, comment on peut co-gérer ensemble et s'adapter pour préserver les ressources pour le futur. Il y a ce qu'on appelle les conventions locales, qui sont très, très courantes dans les pays du Sud, qui sont des conventions entre les acteurs locaux pour justement gérer et s'entendre sur la gestion en commun de ressources ou de terres. Il y a aussi la modélisation d'accompagnement, qui est une démarche, le terme modélisation est pris au sens large, ça veut dire outils, méthodes qui peuvent accompagner un collectif dans la gestion de communs. Ça va même jusqu'à des approches très théoriques de sciences post-normales. Là aussi, vous pouvez trouver des ressources où en fait, on considère, pourquoi on dit post-normal? Parce qu'on considère que du coup, la science et la technique, sur ces approches-là, n'est pas en premier, ne doit pas dire comment il faut faire, puisque c'est un groupe social de réfléchir, et chaque groupe social peut avoir une façon différente. On peut même parler de valeurs sur comment préserver un environnement, mais la science doit être là pour fournir des données, des outils, mais pas pour décider de vers où doit aller le groupe et comment le groupe peut se partager et gérer la ressource. Alors c'est original sur les façons, sur beaucoup de choses. C'est vraiment une façon originale de voir la relation à l'environnement et à la société de chaque individu. Donc c'est original d'abord sur la relation à la Terre. D'ailleurs c'est comme ça que ça a été souvent abordé par les chercheurs et les scientifiques, c'est que c'est autre chose que la propriété privée. C'est envisager une relation à la Terre qui n'est pas appropriation. Donc la Terre ne nous appartient pas et les ressources ne nous appartiennent pas, on en bénéficie. Voilà. Donc le deuxième point d'originalité, c'est après justement cette histoire de foncier, problématique foncière, la Terre n'est pas privée, c'est la façon de voir les ressources. Le besoin, le bénéfice qu'on en tire, on ne le voit pas simplement de façon économique. Évidemment, il faut qu'on puisse vivre des ressources, mais il y a aussi des bénéfices sur la culturelle, sur la sensible, les approches sensibles, vous verrez dans les ressources, il y a beaucoup de choses qui se font maintenant sur les approches dites sensibles, donc tout ce qui dépasse l'économique et même l'environnement, qui est dans le psychologique, dans le loisir, dans le bien-être, dont on a besoin. C'est l'un des bénéfices qu'on tire qui n'est pas économique. Et évidemment, le bénéfice environnemental. Donc c'est le deuxième point qui est original, qui vraiment, quelque part, re-questionne notre rapport à l'environnement et notre rapport à la société. Ce n'est pas simplement une approche, un outil, une méthode. Et ça va même plus loin dans certains cas, c'est que pour certains groupes, pour certains communs, ça questionne même la place de ce qu'on appelle aujourd'hui les non-humains, c'est-à-dire l'environnement, les animaux, les plantes.
et de considérer les non-humains dans ce système-là de commun comme un acteur comme les autres, qui a des besoins comme les autres, qui a des droits comme les autres. Donc ça regroupe des approches et des réflexions qui n'emploient pas le mot commun, mais qui touchent aux démarches patrimoniales, aux approches du sensible, aux approches de propriété en multi-usage, de multipropriété, ou justement de considérer les ressources non pas comme une propriété, mais comme un usage de ressources en commun. Donc ça remet en cause énormément de choses, en particulier sur nos sociétés. D'abord, il y a beaucoup d'exemples. Dans toutes les sociétés, souvent on fait l'erreur de penser que c'est quelque chose qui est soit du passé, soit pour des sociétés dites traditionnelles ou locales. Et en fait, des communs, il y en a partout. Il y en a en Europe, dans tous les pays, même quasiment dans tous les territoires. Mais ils sont peu visibles. Ils sont peu visibles puisque ce n'est pas quelque chose qui a été revendiqué ou formalisé sous forme de mots communs jusqu'à récemment. Donc on a des exemples d'approches des communs pour la gestion de forêts, la gestion de pâturage, gestion de rivières, de territoires. Même en France, on a des exemples de gestion de nappes phréatiques. Vous voyez, dans les ressources, on verra ça. Il y en a évidemment dans les pays aussi où les structures traditionnelles sont encore plus présentes que chez nous. En Afrique, en Asie, dans les forêts amazoniennes. Donc, dans les ressources que vous allez regarder, on va prendre deux exemples. L'un au Sénégal, dans la vallée du Sénégal, d'un commun d'une approche de la société en commun qui existe depuis des siècles, mais qui s'est adaptée aux politiques publiques modernes. Et d'autres communs en France. Alors là, il y aura un site, il y aura une page interactive sur un site où vous verrez quelques-uns des communs existants en France qui sont très diversifiés. Et donc, à partir de ces deux exemples, vous verrez justement la diversité, la multiplicité des possibilités derrière le mot commun.